3h du matin, le vent a commencé à souffler. Et il y a un vent arrivé 5h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi qui a soufflé à une vitesse énorme. Bon côté, non seulement il a soufflé fort, il a venu tout avec toute la pluie. Qui était vraiment metté en désolation totale capitale. Bon, il y a des gens avec si moun ni bon côté ou bien moun qui bon côté là, la demandé est-ce qu'il a qu'à sauver moun nan, est-ce qu'il a qu'à sauver propre tête li. Parce que moun pas qu'à déplacer. Quand Dakar là, vent apprend qu'à là nan moun, la pluie tout apprend qu'à là nan moun, l'eau a monté mais hauteur. Donc ça veut dire côté ya ou accepter rester là pour tendre ça cap venir. Donc c'était vraiment dur, vraiment triste. Donc il y a un dernier côté zone 3-4 de l'après-midi, tout le monde a demandé est-ce que tout le monde peut disparaître. Haïti est fragile de tous les chocs climatiques qu'il peut recevoir, avec ce qu'on a pu voir, le tremblement de terre de 2010, Cindy en 2012, avec Mathieu en octobre 2016. On voit bien qu'il y a une récurrence des chocs extérieurs au niveau climatique qui, impacte sur une situation de la population qui était déjà dans une situation de difficulté en termes des services de base et en termes de santé auparavant. Le pays est très vulnérable à chaque cyclone, à chaque catastrophe naturelle. Donc il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de dégâts. Et le pays ne dispose pas ce que je pourrais appeler de stock ou bien de ressources pour pouvoir faire face aux dégâts immédiats, dans l'immédiat. Donc il y a un problème de vulnérabilité. Mais selon nous, ce problème de vulnérabilité est lié à un problème de gestion de l'État. C'est-à-dire il était possible d'organiser les ressources, d'organiser la population, de manière à répondre à ces problèmes de vulnérabilité. La reconstruction de la ville commence par ses espaces publics et aussi le centre-ville. Le centre-ville, c'est l'espace le plus important, c'est le cœur économique de la ville. Mais aujourd'hui, l'économie du centre-ville est pratiquement à zéro. Le fait que la reconstruction n'a pas été démarrée au centre-ville, et ce sont les plus grands défis de la reconstruction, c'est qu'on n'a pas ressenti l'élan national de la reconstruction. La reconstruction nous apparaissait importée parce que l'aide internationale était très forte. Alors ce que l'argent national, la conviction nationale, les politiques publiques doivent être au cœur de tout ce qui se passe. Après, on verra l'argent. C'est-à-dire les choix politiques déterminent les choix financiers. Nous sommes au Champ de Mars et le Champ de Mars se retrouve au cœur de la ville de Port-au-Prince. C'est la zone de l'administration publique avec le palais des ministères, le palais national. Donc en fait, on est dans l'espace emblématique de la ville. Après le tremblement de terre, étant espace public, donc patrimoine commun, collectif, eh c'était la destination par excellence pour ceux qui étaient chassés de leur maison ou qui étaient en difficulté. Pendant plus d'une année à peu près, cet espace a été occupé par plusieurs centaines et même des milliers de sans-abri, des victimes du tremblement de terre. La démarche de récupération de l'espace public n'a pas permis à aménager d'autres espaces ou de replacer les gens là où ils habitaient. Donc les gens qui occupaient cet espace ont été orientés vers, à partir de financement et qu'on leur donnait, ont été orientés vers des quartiers et particulièrement le quartier de Canaan.
Canaan, qui était juste un espace habité par moins de 2000 personnes, qui était une destination agricole, etc. Aujourd'hui, il y a une mutation de cette destination agricole à une destination résidentielle, mais de fort mauvaise manière. C'est-à-dire l'espace n'a pas été viabilisé. Effectivement, il y avait une déclaration d'utilité publique. Bon, on sait qu'en Haïti, il y a toujours une collusion entre le public et le privé. Donc, l'espace décrété d'utilité publique par le gouvernement d'alors a été sauvagement occupé. Nous parlons de Canaan qui est un cas particulier, enfin c'est un cas d'étude. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements qui se font pour récupérer, pour recalibrer cet espace parce que c'est un gros quartier informel. La population de Port-au-Prince était d'environ 600 000 personnes en 1985. Nous en sommes à plus de 4 millions aujourd'hui. Et plus de 52% des Haïtiens vivent en ville. C'est une configuration qui a beaucoup changé. Alors, si on faisait le lien entre la gouvernance et la situation démographique et toutes les conséquences que ça implique avec la situation de pauvreté, les situations d'enclavement de certaines régions, etc., sont liées aussi auraient dû être résolues déjà depuis un certain temps. Nous sommes dans une situation particulièrement difficile avec une explosion démographique, avec une catastrophe écologique, avec une perte de ressources humaines qualifiées, n'est-ce pas? 80-85% de nos ressources humaines qualifiées, diplômées, etc., sont à l'extérieur. C'est vraiment une situation difficile. Hein. Il y a, n'est-ce pas, un travail énorme à faire. C'est un gros défi. Depuis 1980, le PIB par habitant est en train de diminuer en Haïti. Haïti produit de moins en moins de biens alimentaires ou bien des autres biens manufacturés pour sa population. Donc c'est grâce aux apports de la diaspora que le pays arrive à compenser le fait que sa production manufacturière, sa production agricole baisse. Sinon, retournons aux apports de la diaspora. Donc nous avons déjà dit c'est environ 30% du PIB. 30% c'est énorme et on pense que c'est grâce à cet argent-là que la pauvreté ne s'est pas aggravée en Haïti. Ils attendent que la diaspora envoie de l'argent en pensant qu'en Haïti, il est possible de rien faire. Bien qu'en Haïti, il peut y avoir des opportunités. Donc ça crée un problème, ça démotive les Haïtiens pour travailler en Haïti, avec la diaspora. Donc s'il n'y avait pas cet argent-là, l'État haïtien devrait gérer différemment sa monnaie. C'est-à-dire, ça compense, ça permet de compenser, ça permet aussi d'éviter une gestion de la monnaie nationale et aussi des finances publiques. Avec une économie de notre taille, ça veut dire environ 9 milliards de dollars, même avec une pression fiscale très forte, nous n'aurons pas toutes les ressources nécessaires pour engager toutes les dépenses d'investissement dont nous avons besoin. Dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'éducation, de la santé et j'en passe. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, la rotation gouvernementale est très forte. La rotation gouvernementale implique aussi des rotations techniques, de personnel technique. Donc ça ne concourt pas à avoir une continuité d'action politique dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, la résultante de tout cela font que les politiques sont souvent des politiques de court terme. Or, si vous voulez répondre à des résiliences, il faut travailler sur du long terme. Cette société-là évolue et change sans qu'il y ait de vrais changements au niveau de l'État, au niveau des structures étatiques, au niveau des structures de prise en charge de la population. Donc il y a un besoin d'institutions, il y a un besoin d'équipement collectif, il y a un besoin, à dire, de lien entre la population et ses dirigeants.
Donc tout ceci n'arrive pas à se mettre en place. Le problème haïtien a l'air d'être complexe, parce que la culture haïtienne, malheureusement, et les éléments collectifs de la culture haïtienne sont très faibles. Hein? C'est surtout l'intérêt privé qui domine, et ça gêne et la construction de la société haïtienne, l'intégration de la société haïtienne. Ça fait que vous avez une société qui est très atomisée. Et donc, il est difficile de construire dans un contexte pareil. Quel que soit le plan que vous prenez, l'économique, le politique, le social, et vous n'arrivez pas à construire facilement. C'est ce qui est délicat en Haïti, c'est que toutes les décisions doivent se prendre avec un équilibre à trouver entre des ressources qui sont rares, difficiles à obtenir, et des priorités qui sont nombreuses. Il faut pouvoir arbitrer, et c'est ce que nous faisons avec, depuis 2014 avec l'appui budgétaire qu'on appelle le contrat de réforme de l'État, qui est spécifiquement destiné à renforcer la gouvernance de l'État. L'appui budgétaire tel qu'il est conçu par l'Union européenne souhaite travailler sur les capacités de base de l'État haïtien pour permettre de mieux servir la population, dont au niveau des services de base. Donc, dit autrement, on veut permettre à l'État d'avoir une capacité minimale, au moins dans les domaines où la population a besoin le plus d'un appui de son État. Supporter d'Utopic en l'oubli de Guano. Utopic là, c'est un jazz qui bénit, c'est ça qui fait bien grandir. Nous franchissons tout partout dans le monde vers valeur Haïti. Je travaille jusqu'à maintenant au ministère des Finances. Et je prends plaisir à travailler pour mon pays comme jeune cadre. Parce que je suis dans la réforme, et la réforme est considérée comme une étape importante pour garantir une croissance durable et inclusive qui pourra aider à réduire la pauvreté en Haïti. Et mon job, je l'aime. C'est pour signer les bagages, pour attendre les films téléchargés. On fait aussi ça. Le ministre doit être là et le cabinet du ministre est au courant et le cabinet déjà prépare et les 2 journées de dialogue. Oui, on a reçu par email les questionnaires, le questionnaire et également la correspondance adressée au ministre des Finances. Ah bien, ok, good. Ok. Ah oui, ça va bien. Ah, ok, non. Monsieur le ministre, C'est avec un réel plaisir que je participe aujourd'hui à l'ouverture de la 3e session du dialogue politique entre le gouvernement haïtien et l'Union européenne, dont l'objectif est de discuter de l'état d'avancement des réformes portant sur 3 grands axes: la gestion des finances publiques, l'amélioration de la gouvernance du secteur de l'éducation et la modernisation de l'État. Cet appui budgétaire, encore une fois, nous dit combien nous sommes malades, combien nous avons à déployer d'efforts pour changer notre paradigme. Nous avons pour devoir d'emprunter une nouvelle voie nous permettant de nous rapprocher du niveau de vie des autres pays de la Caraïbe. À part le nôtre,
il n'y en a pas qui reçoivent encore de l'appui budgétaire. Je m'excuse de le dire à mes concitoyens, nous en avons encore besoin et je dirais c'est ce qui nous tue. Enfin, je formule le vœu que la coopération entre la République d'Haïti et la délégation de l'Union européenne continue de s'amplifier de manière à nous permettre d'emprunter inexorablement la route conduisant au développement de notre pays qui tarde encore à créer les conditions nécessaires à une amélioration des conditions de vie de la population. Merci tout le monde. Donc c'est un moment, ce dialogue politique, pour échanger entre nous sur l'avancement du programme, sur l'avancement des différentes réformes, sur l'évolution des différentes actions. C'est aussi le moment pour nous de tirer un petit peu les leçons. D'où est-ce que nous sommes au jour d'aujourd'hui et bien sûr où est-ce que nous irons demain, après-demain et dans les mois et les années à venir. L'appui budgétaire de l'Union européenne permet un dialogue politique entre l'Union européenne et l'État d'Haïti. Un dialogue permanent. Et à travers tous les appuis techniques qu'il propose, il appelle aussi à un dialogue technique avec le gouvernement pour renforcer sa gouvernance. L'appui budgétaire est un appui aux réformes. Et ces réformes doivent être menées par les autorités. Donc une fois qu'on a décidé où on va, c'est-à-dire on a fixé des objectifs très clairs, des résultats que les autorités souhaitent obtenir et que les résultats que nous, on souhaiterait appuyer, on va amener de l'expertise. Donc on dit, voilà les objectifs, nous, en tant qu'Union européenne, on va vous appuyer à y arriver. Et donc cette expertise est connue sous forme souvent des assistants techniques, des experts, ça peut prendre différentes formes. Si on pouvait parler d'une manière beaucoup plus imagée, pour tout le monde, disons, hein, on dira que l'appui budgétaire est financé par le Fonds européen de développement et le Fonds européen de développement est lui-même alimenté par les budgets des États membres de l'Union européenne. Et ces États membres, ces budgets-là sont alimentés aussi par la fiscalité des contribuables européens. Donc, si vous voulez, les dons faits pas au travers de l'appui budgétaire sont évidemment conditionnés de résultats. Une fois que ces aides sont mises en place sous forme d'expertise, à des moments réguliers, à nouveau à travers le dialogue, on va mesurer le progrès. Parce que c'est un élément aussi très important de notre appui budgétaire en Haïti, c'est qu'on veut mesurer le progrès. Et c'est sur base de cette mesure qu'un appui financier va se déclencher et va être directement transféré vers le trésor du pays. Et c'est là où on revient à la notion de redevabilité et de responsabilité. Concrètement, c'est pas de l'argent qui est transféré sans contrepartie. Évidemment, il y a un engagement qui est pris par l'État de faire ces réformes avec deux types de conditionnalités qui sont importantes. La première, c'est une conditionnalité dite d'éligibilité. On va demander effectivement à ce que l'État respecte un certain nombre de critères. Le premier, c'est d'avoir une vraie politique de développement qu'il met en place et que l'on va mesurer, d'avoir une politique de transparence budgétaire qui va également être observée et vérifiée, et une politique de transparence macroéconomique. Ce qui veut dire que l'État doit s'engager à suivre des principes de saine et bonne gestion financière. Sur la question de mettre une prévision pour des PMIM, pour que les ministères puissent etc. Ça n'était pas en faveur. Si, il a dit. Oh, regardez, où est-ce que ça me fait? Poisson. Je vais corriger et puis je vais J'ai la version finale ici, mais le programme qui est en cours maintenant, et donc, qui a été signé par la République d'Haïti et l'Union européenne, c'est un programme sur 3 ans, pour un montant au départ de 112 millions d'euros. Dans ce programme, il y a une partie qui est dédiée aux mesures d'accompagnement. Donc avec ça, on finance les experts qui viennent appuyer les réformes en cours. Et donc il y a une grande partie de ce montant qui peut être utilisée pour faire le versement financier une fois que les documents ont été approuvés.
Et donc ce versement a été partagé entre les 3 années du programme. Donc on a fait un versement en 2014, on a fait un versement en 2015, maintenant on arrive au dernier versement de 2016. Pour 2016, il y a un montant de 30 millions d'euros en jeu. Et tu sais que les documents, c'est dans le... S'il y a des documents complémentaires, c'est dans l'annexe et dans le cadre de la convention financière. Elle a tout ça? Oui. Hein? Non, je vais imprimer pour elle. Il revient aux autorités de montrer les progrès qu'ils ont faits, donc ils sont redevables des résultats qu'on a fixés ensemble, mais en même temps, ils reçoivent un appui financier qu'ils vont utiliser à l'intérieur de leur budget et selon le système national. C'est-à-dire que l'argent va rentrer dans le budget de l'État et les autorités y disposent tel qu'elles veulent. On va arrêter ça. Ce n'est rien d'autre de regarder si l'indicateur, donc l'objectif qui a été fixé, est atteint ou pas. Il y a une valeur financière en début de programme qui a été fixée par rapport à cet objectif, et donc si l'objectif est atteint, on peut faire un décaissement. C'est-à-dire on peut récompenser les efforts qui ont été faits. Est-ce qu'il réalise 100% de l'indicateur? Est-ce qu'il réalise 50% de l'indicateur? Est-ce qu'il réalise 0% de l'indicateur? Et on va payer en fonction de la performance qui sera réalisée. En fait, il y a en général une tranche fixe qui est convenue, donc on paye de toute façon une certaine tranche de ce qui a été prévu, et une partie variable, donc en fonction, comme je disais tout à l'heure, de la performance. Sur base d'indicateurs, on va payer tout ou partie. Je pense qu'on aura à peu près 25 millions. Ouais, je crois que ça va tourner. Si on arrivait à décrocher un compte-rendu qui tienne la route. Ah oui, oui. Bon, on a terminé déjà. Nous avons le draft. Bon, pas le draft. C'est la version finale. La version finale. Nous avons la lettre de transmission. Cette lettre doit être signée par le ministre des Finances pour transmettre officiellement et au bon. Et c'est l'ordonnateur national qui va à son tour transmettre à la délégation pour les suites nécessaires. Les appuis budgétaires ne sont pas des appuis importants, mais ça marche quand même avec des conditionnalités. Ça marche avec des conditionnalités qui nous forcent à peut-être à ouvrir, comment dire, à ouvrir, j'allais dire, toutes nos veines à la communauté internationale. On aurait pu, et parce que comme il y a des conditionnalités, il y a des choses il y a des informations qu'on donne, disons, à des étrangers, à une communauté, disons, étrangère, qu'on n'aurait pas donné si on était dans des conditions normales, si on n'était pas dans une situation de dépendance. Hein. C'est peut-être que, justement, l'appui budgétaire traduit une situation de dépendance financière, et plus que dépendance financière. Parce que ça va beaucoup plus loin, puisqu'il y a les conditionnalités. Et ça nous impose un certain nombre de conditions qui froissent, disons, notre dignité nationale. L'appui budgétaire ne devrait pas exister dans une situation idéale, bien évidemment. Parce qu'on doit venir en appui financièrement, budgétairement, d'un pays qui est souverain. Un pays souverain, normalement, doit être en mesure de récolter ses taxes, récolter ses ressources, peu importe la nature, et de mener une politique envers sa population, de rendre des services et donc d'utiliser correctement cet argent. Dans le cas d'Haïti, il n'y a pas suffisamment de ressources aujourd'hui pour mener à bien une bonne politique pour sa population, du moins pour ne pas tout faire ce que l'État souhaiterait faire pour sa population. Notre rôle, c'est pas de régenter la manière dont l'État haïtien doit s'organiser et fonctionner. C'est à l'État haïtien de définir ses propres priorités d'investissement, dans quel domaine, dans quel secteur. Est-ce que c'est l'éducation, est-ce que c'est la santé, est-ce que c'est l'énergie, etc. Donc ça, c'est la décision souveraine, je dirais, de l'État haïtien. Nous, ce qui nous intéresse par rapport à ce processus, c'est de faire en sorte que l'État haïtien bénéficie de meilleurs outils, comme je disais tout à l'heure, pour assurer la bonne gestion des fonds publics au sens large. Que ce soit les fonds que nous,
on donne à l'État haïtien aujourd'hui au titre d'appui budgétaire, mais plus globalement, comment le budget de l'État haïtien est géré dans sa globalité, dans son ensemble. Et je pense que tous les citoyens haïtiens qui payent leurs impôts à l'État haïtien seront contents de voir effectivement que les ressources publiques sont mieux gérées, mieux dépensées, qu'on sait que lorsqu'on construit une école, un ministère, un bâtiment, on sait qui a fait l'appel d'offres, qui a été bénéficiaire de l'appel d'offres, combien ça a coûté et qu'est-ce qu'on a comme résultat à la clé. Donc c'est des choses comme ça que l'on veut mettre en place, qu'il y a une commission d'attribution des marchés publics qui est là, qui peut contrôler effectivement que les marchés publics que fait l'État haïtien sont bien gérés et conformes aux normes attendues. Donc c'est des choses qui sont, je crois, dans l'intérêt de tous, et de toute la collectivité, de tous les contribuables haïtiens. Il y a quelques années, il y avait des centaines et des centaines de comptes publics ouverts dans différentes banques en Haïti. Et ces comptes servaient à utiliser, à faire des dépenses publiques. Il y avait de l'argent qui entrait et il y avait des dépenses qui étaient effectuées par des ministères, par des agences publiques, par des structures publiques. Et personne, absolument personne, avait une vue globale sur l'ensemble de ces comptes, surtout sur les flux sur ces comptes, et c'était presque impossible de vérifier si l'ensemble des flux respectait les règles et la loi en vigueur. Donc cet appui nous a permis de mettre en place et d'avancer avec le compte unique du Trésor, qui permet donc de mettre dans un seul fonds, dans un seul sac, tous les fonds publics, ce qui corrige une situation antérieure où les fonds publics étaient éparpillés dans plusieurs comptes. Et donc, ce que les autorités ont fait, avec notre appui, c'est de commencer à fermer la plupart de ces comptes et de créer un seul compte unique avec certains sous-comptes, comme ça se fait dans la plupart des pays aussi, pour faire en sorte que la plupart des flux financiers de l'argent public passe sur le même compte et que c'est beaucoup plus facile de le gérer, de vérifier si son utilisation est correcte, si ça suit les règles. Bon, il y a des progrès qui ont été enregistrés sur ce point spécifique. Il y a encore du chemin à faire. On le sait tous, c'est un chemin de longue durée. On ne peut pas faire ça dans un temps très court, mais c'est tout à fait un exemple de résultat qui a été atteint. Ce sont des réformes qui avancent peut-être trop lentement, parce qu'Haïti est pris aujourd'hui entre la permanence et la rupture. La rupture, c'est la réforme. Et cette réforme, c'est une culture de résultats qu'il faut produire. Et ces résultats doivent pouvoir être lus, compris par l'ensemble des échelles de la population. C'est non de toujours. Connais, mais on va changer. Si nous avons volonté, si nous avons volonté, on va changer. D'abord, c'est tout Haïti qui change tête avant de changer. Parce que si on va changer, on n'est pas besoin de changer. Si vous avez un là, qui a gagné ça, fait là, le but de vivre pas. Là, je mettais ensemble avant. Les gens qui me font mission, allez dire que je gagne. Tout la volonté pour gagner. Depuis tout Haïtien a volonté pour aider Haïtien pareil. Au moins, ça gagne ou décider de ça pas gagner. Au moins, après un changement. Elle dit, mais c'est tout qui vient, c'est tout ça qui vient eux-mêmes, ils ont plein de poches. Et puis, ils ne sont pas malheureux. C'est le gros problème de décaille. Quand on malheureux, il n'y a pas de problème pour malheureux parce qu'il y a un système où jeune qui est en place pour. Pendant les cas, si on malheureux à vivre là, l'État a décidé pour faire, comment dirais-je, pour aider nous.
pour ta mettre nous dans le travail. C'est pas trop demandé, pas qu'est à faire lié. Parce que malaria lui-même, c'est des outils pour faire grand nègre la grand nègre. Parce que grand nègre a toujours utilisé malaria parce qu'il connaît depuis le malaria en 1000 gouttes, malaria pour faire des faits pour lui. Mais quand même, vraiment. Pour moi, les consommateurs ont un problème à conscience ou après tout ça, fin fait. On pourrait peut-être dire qu'il y a donc une certaine injustice dans la répartition des ressources de l'État. Ce qui est certain, c'est que de plus en plus, la population prend conscience aussi de l'inadéquation des rôles et de l'équation dans la jouissance des biens publics. Et ça parle maintenant, ça revendique. Donc la population revendique de plus en plus et de plus en plus fort. Et si on ne les arrête pas à temps, ça peut être très difficile ou très dangereux pour l'ensemble du pays. Donc quelque part, l'intérêt de tous, c'est d'agir autrement et gérer ce pays autrement. La bombe est là. La situation risque un jour d'éclater et qu'il faut adresser le vrai problème. Est-ce que tu avais fait ton indépendance dans les meilleures conditions? Est-ce qu'on avait fait une indépendance pour créer une nation ou pour changer de maître? Pose-toi la question. Est-ce qu'aujourd'hui, ces paradigmes ont été changés? Est-ce que nous avons fait le bon choix? Est-ce que pour avoir gardé une grande partie de la population non scolarisée, nous avons résolu le problème? Et qu'on s'est dit, eh bien, nous allons la laisser dans le noir. Mais la lumière, aujourd'hui, elle est là. On ne peut plus cacher cette lumière. Il faut pouvoir briser le cercle de la pauvreté. Parce que le cercle de la pauvreté tue l'espoir. L'exemple à côté, les modèles que nous n'avons pas. Qui sont nos modèles? Nos modèles sont enfouis dans l'histoire. Qui sont nos nouveaux modèles aujourd'hui? Quels sont les cas de réussite que nous avons devant la société qui puissent recréer l'espoir chez le jeune? J'aime le contact humain et ça répond un peu à mon rêve d'enfance. Parce que quand j'étais petite, je voyais tous ces gens qui étaient dans la rue, qui ne trouvaient pas de travail. Mais j'avais dit, quand j'avais 18 ans, que je reviendrais en Haïti juste pour donner autant de travail que possible. Et maintenant, je me retrouve avec beaucoup d'employés. Il m'arrive d'avoir entre 700 et 1000 employés en une seule fois. Donc ça me fait plaisir. C'est exactement le rêve de mon enfance. Nous essayons de reconstruire, comme je vous dis, des écoles, des hôpitaux, comme vous voyez ici. C'est venu après le tremblement de terre, justement parce que c'est un hôpital qui a été conçu quand il y a eu le choléra. Je n'aime pas le système de payer les gens sous la table. De ce fait, je me retrouve à ne pas travailler dans certains marchés. Parce que pour moi-même, c'est pas admissible. Il faut toujours acheter quelqu'un quelque part. C'est-à-dire que pour pouvoir travailler, si on arrive, il y a le député de la zone, si on ne lui donne pas un travail à l'intérieur de l'entreprise pour faire le transport ou pour faire quelque chose, eh bien on a des difficultés. Et ce sont des gens qui sont toujours très antagonistes. Donc il faut pouvoir, si on veut gérer cette partie-là, il faut pouvoir gérer le député et toute sa bande et toute sa clique. Donc c'est un petit peu difficile. Et ceci dit, je ne peux pas dire qu'ils le fassent de façon malhonnête, puisque, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des gens qui étaient des entrepreneurs avant d'être des politiciens et qui ont leur petit business sur les côtés qui continue à fonctionner malgré le côté politique. Donc, ils donnent du travail à ces gens dans sa zone. C'est pour ça que les gens votent pour eux. Donc, il a intérêt à garder son entreprise pour pouvoir faire marcher l'économie locale. Il y avait un directeur d'école pour qui je construisais une école. Et là, il a dit que je devais lui construire sa maison. On a clairement dit non, il n'en est pas question. Ça a causé beaucoup de problèmes. Il nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues jusqu'à ce que finalement, il ait dû s'en aller du site et qu'on finisse sa construction parce qu'il n'était pas du tout d'accord. Il y a une école privée? Non, une école d'État, une école nationale. Donc il faut pouvoir contrecarrer ce genre de situation aussi. Il faut être très diplomate dans le métier.
Je me souviens quand j'étais petite, mon grand-père travaillait à la santé publique et puis c'était la fierté de la famille. Donc ce serait tellement agréable de savoir que l'État redevient l'image, que c'est que ça regagne son image de marque et devienne quelque chose d'honorable. Et à ce moment-là, automatiquement, les entreprises privées seront plus honorables aussi. Dans un pays où nous avons quand même un taux de chômage aussi grand, quelqu'un ne va pas risquer son poste pour dénoncer un cas de corruption. Non seulement il va dénoncer le fait, la personne ne sera pas poursuivie, la personne ne sera pas sanctionnée, mais lui, il risque de perdre son poste et il n'y a aucun texte qui le protège. Donc il y a un nombre très limité de plaintes, un nombre encore plus limité de cas qui sont transférés à la justice et encore beaucoup plus limité le nombre de punitions qui en résultent. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a un problème avec la préparation des dossiers ou est-ce qu'il y a un problème soit de capacité du niveau de la justice, soit aussi une question d'indépendance, de volonté de leur côté. Peut-être il faut s'attaquer aux deux côtés. Malheureusement, nous avons un système judiciaire qui est appelé à sanctionner des actes de corruption, alors que ce système judiciaire est perçu comme l'institution la plus corrompue au regard de l'enquête qui a été menée en 2006, l'enquête sur la perception de la corruption en Haïti. Pour la plupart des sondés, la justice était perçue comme l'institution la plus corrompue. Comment demander à ces juges, ces magistrats, de statuer sur des dossiers transmis par l'ULCC? Même si ces dossiers sont bien documentés avec des preuves à l'appui, ces dossiers risquent de dormir dans les tiroirs à cause de cette grande corruption qui gangrène le système judiciaire haïtien. Lorsqu'on parle de corruption, il faut voir les deux aspects. Il faut voir le corrupteur, il faut voir aussi le corrompu. Or, le corrupteur, assez souvent, ne déclare pas, le corrompu non plus. Vous voyez, donc c'est un obstacle majeur. Et si on n'a pas mis en place de grandes unités de renseignement, parce qu'il faut des unités de renseignement liées à cette institution. Si on n'a pas de grandes unités, de grandes cellules de renseignement, eh c'est difficile de pouvoir lutter effectivement contre la corruption, puisque le corrupteur est satisfait de son action et le corrompu aussi, lui aussi, est confortable dans sa position. Ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui, ce qui manque beaucoup peut-être à l'État haïtien, il n'y a pas de judiciarisation de ces enquêtes. Donc quel est le suivi par le procureur, quel est le suivi par le système judiciaire haïtien de ces enquêtes de corruption qui sont réalisées. Donc il y a besoin de donner aussi probablement plus d'autonomie et plus de responsabilité à cette unité de lutte contre la corruption si on veut vraiment qu'elle devienne plus efficace dans son objectif. On ne pourra jamais parler d'autonomie de l'ULCC tant que le directeur général de l'ULCC soit nommé par arrêté présidentiel. L'idéal, ce serait que l'ULCC soit une institution indépendante. On peut au moins donner un mandat, même si l'indépendance ne serait pas totale, mais au moins partielle. Les voix critiques demandent pourquoi, dans un système corrompu, il est possible de rajouter encore plus de l'argent, par exemple. Et donc, c'est une question fondamentale qui entoure l'appui budgétaire. Tous les pays au monde ont des problèmes de corruption, de toute façon. Haïti a des problèmes de corruption. Maintenant, il y a deux manières de
répondre à ce défi. Soit on le contourne, et donc on ne l'arrange pas, et on ne travaille pas avec les systèmes, et donc on tourne en quelque sorte le dos au problème. Deuxième option, c'est d'essayer d'améliorer le problème depuis l'intérieur. Et c'est le choix que fait l'appui budgétaire de l'Union européenne. On est convaincu que la meilleure manière pour améliorer ou régler le problème de la corruption, ou au moins avoir du progrès dans la lutte contre la corruption, c'est de renforcer le système même, et donc de travailler à partir de l'intérieur pour permettre au système qui est l'administration publique d'un jour être en mesure elle-même de mieux combattre la corruption. En Haïti, l'école est à 80% privée. L'État haïtien a pendant longtemps négligé l'éducation. Le problème de la démographie, la population augmente, mais pendant plus d'un siècle, l'État haïtien n'a pas créé de nouvelles écoles. Cette école ne reflète pas la réalité des écoles en Haïti. J'ai visité des écoles où il n'y avait pratiquement rien, sans banc, sans toilettes, sans eau potable, sans rien du tout. Donc non, cette école ne reflète pas la réalité. Ici en Haïti, il y a une substitution qui se fait, parce que ce n'est pas tout le territoire qui est couvert par des écoles publiques. Pas tout le monde a un accès à une école publique. Et il y avait une création d'écoles privées pour substituer cette offre qui manquait de l'État. Il n'y a pas deux catégories d'écoles en Haïti. Il n'y a pas une école publique et une école privée. Il y a une école publique et des écoles privées. Des écoles privées pour riches, des écoles privées pour riches catholiques. Il y a des écoles privées pour pauvres catholiques aussi. Il y a des écoles privées pour riches et dans les écoles laïques, mais il y a des écoles privées dans les petits quartiers, dans un corridor et dans un bidonville où les enfants ne paient pas assez pour qu'on puisse avoir des enseignants qualifiés dans ces écoles. D'abord, première chose, verbe, ce sera mode et temps. Yann, il y a 10 modes et une infinité de temps. Vrai ou faux? Ah, Yann, ce sont des questions de CM2, hein? Là on est en 9e. L'éducation est chère. Si on tient compte du salaire minimum, des salaires en vigueur, l'éducation est chère. Et dans le privé, c'est quand même cher. C'est aux parents de payer, on n'est pas subventionné. L'État ne donne rien, les particuliers ne donnent rien, il n'y a pas bon, il y a personne à aider, donc qui doit payer? Ce sont les parents qui doivent payer. Or, ils n'arrivent pas toujours à le faire. Il y a des écoles en Haïti où les parents paient 200, 300 dollars US par mois. 200 à 300 dollars américains par mois en Haïti. Et ce ne sont pas des familles riches pour la plupart. Ce sont des gens qui recherchent la qualité d'éducation pour leurs enfants. Ce sont des gens qui pensent qu'avoir un enfant dans une très bonne école, ça va garantir un emploi plus tard. Donc c'est ce qu'ils recherchent. Même les plus pauvres, ils sacrifient tout pour envoyer leurs enfants à l'école. Mais maintenant, puisqu'ils sont pauvres, là, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous dans les écoles où ils envoient leurs enfants. La clientèle est là. Moi, j'aurais pu avoir une école à 1000 élèves aisément. Oui.
Si on fait un pari, je te dis que je vais, et dans 2 ans, j'aurai 1000 élèves, je peux l'avoir. Je peux l'avoir. À ce moment-là, je choisis, je fais un choix. La qualité, ce n'est pas la priorité. Je ne vais pas avoir une moyenne intéressante. Dès qu'on paie, on passe, mais je peux avoir 1000 élèves et ça allait faire quand même des sauts intéressants. Mais là, c'est un choix aussi. Le plus grand défi maintenant, c'est d'augmenter la qualité et d'améliorer le contrôle du ministère sur tous les secteurs. Donc jusqu'à maintenant, les écoles privées ne sont pas plus supervisées ou pas suffisamment supervisées par les services de l'État. Mais il n'y a pas un sou qui a été envoyé depuis la rentrée scolaire de septembre. Pas un sou n'est venu. Donc l'État ici ne sait pas comment on a acheté la craie, comment on a pu avoir l'eau, rien du tout. Donc moi je crois qu'il n'y a pas cette volonté politique d'avoir le développement durable par l'éducation. Donc c'est ça. L'aide internationale doit répondre aux besoins de l'école haïtienne, pas aux besoins du ministère de l'Éducation nationale. Parce que je dis toujours, le bureau central du ministère de l'Éducation nationale n'est pas l'éducation nationale. L'éducation, c'est ici. C'est là où se trouvent les enseignants et les enfants. C'est là que se joue l'éducation. Ce n'est pas dans les bureaux, ce n'est pas dans les accords qui se font entre les gens de la coopération internationale et le ministère de l'Éducation. Il y a un système maintenant qui va être mis en œuvre, que les enseignants doivent avoir un permis pour pouvoir enseigner. Jusqu'à maintenant, ça n'existe pas. Donc tout le monde peut se déclarer enseignant, ouvrir une école et toucher de l'argent aussi des parents qui très souvent sont pauvres, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Mais après, c'est une mauvaise école, il n'y a pas des enseignants qui ont une certaine qualification et les résultats manquent. Donc après un bon nombre d'années, les enfants ne peuvent pas encore lire et écrire. Le permis provisoire d'enseigner, qu'on appelle le PPE, c'est comme un état des lieux de ce qu'on a. Combien d'enseignants? Avec le PPE, pour la première fois, on a su qu'il y a environ 150 000 enseignants dans le système public et privé. Et ça, c'était une nécessité de savoir combien d'acteurs, combien de gens enseignent nos enfants. C'est un premier pas. Maintenant, quelle est la qualification de ces gens-là? Est-ce qu'ils sont qualifiés pour enseigner à nos enfants? C'est un deuxième pas qui n'a pas été franchi. Un système de gouvernance peut seulement fonctionner s'il y a une population qui a un certain niveau d'éducation. C'est la population même qui doit participer dans la gouvernance. Ce n'est pas seulement l'État et les autorités qui font des activités, mais la population doit s'impliquer sur le niveau régional, sur le niveau local, via la société civile, pendant les élections. Un électorat qui ne connaît pas les enjeux, qui ne comprend pas les enjeux, faute d'éducation, n'est pas un bon électorat. Ils ne peuvent pas prendre les bonnes décisions. Je crois qu'il faut que nous soyons conscients que aujourd'hui, la plupart d'Haïtiens ont un petit gens pessimiste par rapport au pays. Pas vrai? Ils n'ont pas suffisamment de progrès. Moi-même, quand pile de monde qui dit comme ça, nous entendons parler en pile dans la radio, battre corps, etc. Est-ce que vous pensez que le pays ça a changé? Est-ce que m'anticiper? Si quelqu'un qui visite la République dominicaine, il y a Haïti a besoin aux environs 200 ans pour arriver à un niveau. À part monsieur Eri, si vous ne visitez la République dominicaine, vous ne pouvez pas ça m'a dit, moi je vais monter. Haïti va combattre de manque de conscience. Peuple haïtien n'a pas de conscience. C'est ça que le pays n'a pas arrangé pour nous. Là, nous avons de conscience, Haïti a tourné la pelle des sorties. Moi-même, je pense que Haïti, oui, Haïti, entre 25 à 30 ans, Haïti a sorti dans le stade pays pauvre.
pour le passer dans tel pays émergent. Si tout bon, il y a des gens qui décident de prendre confiance de tête, de l'État, et qui entament un ensemble de processus. Une chose qui est capable d'empêcher Haïti d'arriver dans ce stade, c'est une société civile qui est forte. Il faut d'abord une éducation, même j'en appelle là. Il faut une éducation qui est faite à la base pour permettre que la population connaisse ça. Pour les voter au monde, pour savoir ce que le COP qui fait la voter. Et je crois que ce qui est important aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a un travail de renforcement de la cohésion sociale haïtienne. C'est une société trop divisée, c'est une société avec trop de clivages, il n'y a pas assez, n'est-ce pas, de concertation dans ce pays. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de respect pour la loi, pour la norme, chacun fait ce qu'il veut, etc. Donc je crois qu'il y a un travail à faire de ce côté-là. Et je pense que ça doit venir d'Haïti, ça doit venir des Haïtiens eux-mêmes. Hein. La coopération étrangère ne peut qu'aider, n'est-ce pas, à cette prise de conscience, mais il faut une implication, je dirais, des différentes composantes de la société haïtienne, l'État, l'administration, la société civile, le secteur des affaires, mais je crois que le plus gros doit venir, n'est-ce pas, du pays lui-même. Les Haïtiens n'ont pas élaboré de savoir sur leur économie, sur leur population, sur la manière de lier l'État et les citoyens. Maintenant, les Haïtiens doivent faire cet effort-là d'élaborer du savoir. Donc c'est ce qui est nouveau. C'est-à-dire, pendant longtemps, on a toujours compté avec l'aide externe. On a toujours compté avec les experts étrangers pour nous dire comment faire pour notre société, comment faire pour notre population. Maintenant, les Haïtiens doivent pouvoir élaborer leur propre savoir. Pour savoir comment gérer leur territoire, comment gérer leur économie, comment gérer leur population, comment gérer leur système éducatif. Il faut montrer aux gens que ce que nous faisons a un impact sur leurs conditions de vie. Et donc il faut définir des projets qui créent des emplois, il faut définir des projets qui mettent les gens en situation d'envoyer leurs enfants à l'école, de subvenir à leurs besoins en santé, par exemple. Et dans ce sens-là, on arrivera à les persuader et à les convaincre que les sacrifices que nous leur demandons au titre de certains programmes de stabilisation méritent d'être consentis. Il faut déjà prévoir que nous ne pourrons pas dépendre de l'appui budgétaire éternellement. Donc pour arriver à trouver cette indépendance au niveau du trésor public et adresser les vrais problèmes du pays, il va falloir créer les conditions permettant à Haïti de redevenir bancable et de pouvoir aller chercher le financement du développement. Le principal risque étant l'instabilité politique, pour m'exprimer ainsi. C'est le plus grand danger, après. Et il est vrai que même de ce côté-là, il y a eu certains efforts. On essaie le plus souvent de rester dans le cadre fixé par les lois et la Constitution. Mais il y arrive aussi qu'il y ait certains écueils, vite redressés. Et nous pensons que les risques ne vont jamais complètement disparaître. Mais on peut avoir de l'espoir, qu'on peut avancer. Tant que nous arrivons à améliorer les structures de gestion, tant que nous arrivons à mieux projeter l'avenir d'Haïti à travers des programmes et projets porteurs, je pense qu'on finira par déboucher sur ce développement que nous cherchons depuis trop longtemps.
Thank you.